Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième tutoriel d'électronique analogique, de travaux pratiques d'électronique analogique. Sur ce deuxième tutoriel, on va aborder un composant fondamental en électronique analogique, à savoir l'amplificateur opérationnel. Cet amplificateur opérationnel, on va l'aborder dans le cadre de deux montages très simples, le montage suiveur et le montage non inverseur. Alors, avant toute chose, je vous présenterai ici le composant en tant que tel, sa notice que vous pouvez apercevoir ici, fondamentale pour pouvoir utiliser ce composant. On regardera un peu les caractéristiques principales. On verra comment l'alimenter à l'aide de notre alimentation stabilisée, on reverra ça. Et également, donc, on va voir comment le câbler sur notre plaquette de montage, plaquette d'expérimentation. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous intéressera. Je vous dis à tout de suite donc avec la présentation de l'amplificateur opérationnel, le TL081 de chez Texas. Et on va déjà aborder dans une première phase la notice et les caractéristiques de ce composant. A tout de suite. On va commencer ce premier montage correspondant au montage suiveur, donc impliquant l'amplificateur opérationnel. Donc cet amplificateur opérationnel il se présente sous la forme d'un circuit intégré que voici. Je vais vous montrer ça en plus gros plan. Voici notre amplificateur opérationnel. Alors je ne sais pas si vous arriverez à distinguer sur sa face donc son nom, c'est normalement marqué dessus, TL081. Cet amplificateur donc produit par Texas Instruments. Nous ne sommes pas sponsorisés par Texas Instruments. Il y a d'autres fabricants, pour information, qui produisent le même composant. C'est un composant qui existe depuis, on va dire, 50 ans maintenant. Donc c'est quelque chose qui est très très commun. Alors ça vaut pas très cher, hein. Un amplificateur opérationnel, pour information, c'est quelques dizaines de centimes grand maximum selon les quantités. Donc vous voyez ici, nous avons le composant qui se trouve, c'est la partie supérieure, et la partie inférieure, c'est ce qu'on appelle un porte-composant. C'est-à-dire que le composant, on le met sur un support qui évite d'abîmer le composant lors des manipulations de travaux pratiques. C'est uniquement destiné aux travaux pratiques. Ah voilà, normalement, vous devez là pouvoir distinguer donc l'appellation du composant. Voilà, donc vous voyez que sur ce composant, il y a une encoche qui se trouve ici sur la gauche. Cette encoche va nous servir à repérer les pattes de connexion, puisque sur les pattes de connexion, on va retrouver entre autres les alimentations et les entrées classiques que l'on a déjà vu en cours à propos de ce composant. Donc, pour pouvoir utiliser ce composant, il est fondamental de disposer d'une notice que je vais vous présenter tout de suite. Cette notice, la voici. Elle est disponible normalement sur mon site, je vérifierai. De toute façon, si vous allez sur Internet et si vous tapez TL081 Data Sheet en anglais, puisque toutes les notices ici sont en anglais, vous accéderez en libre accès à ces notices. Donc, une notice fournie toujours par Texas Instruments, sur lequel on va retrouver un très grand nombre de caractéristiques associées à ce composant. Je dézoome un peu. Donc, entre autres, sur cette notice, normalement, je vais essayer de retrouver la page correspondante. Alors, elle n'est pas sur cette notice. Alors, normalement, on doit avoir accès, il manque en fait la première page sur cette notice. Je vais la chercher tout de suite. Un instant. Je reprends donc. Je disais donc, la notice associée à ce composant, vous devez normalement trouver donc ceci. C'est la page qui va nous indiquer en fait les connectiques associés à notre composant. Vous trouvez sur cette page donc le composant qui nous intéresse ici. Comme il y a beaucoup de composants qui sont présentés, en fait, celui qui nous intéresse, vous voyez, c'est celui bien évidemment marqué TL081 qui est entouré ici. On a au total, vous voyez, 8 connectiques, 8 pattes de connexion, avec l'encoche qui va nous permettre d'identifier le haut du bas, point de vue pratique. On a 2 connectiques, la 4 et la 7, qui vont servir à l'alimentation, VCC-, VCC+. On va voir tout de suite que cette alimentation doit se faire
en plus ou moins 15 volts, moins 15 sur VCC-, plus 15 volts VCC+. On retrouve les deux entrées plus et moins, in moins, correspondant aux deux entrées non inverseuses et inverseuses classiques de notre ampli op, et la sortie, out, qu'habituellement on a noté S dans notre cours. Alors, on a également deux autres entrées, vous voyez, marquées offset, donc pour nous qui n'auront pas d'intérêt, offset pour décalage, qui permettent un réglage précis des sorties et des entrées de notre ampli op, lorsque éventuellement il y a des décalages qui se produisent, des zéros qui ne sont pas, qui doivent être ajustés sur le fonctionnement du composant. Et la patte numéro 8 ici n'est pas connectée. Donc ce sont ici des boîtiers standards pour ces circuits intégrés. Donc il y a nécessairement sur le boîtier 8 pattes, 8 connectiques, dont une ne sert à rien dans l'occurrence. Alors, je termine rapidement avec la présentation de cette notice. Je vais dézoomer un petit peu, voilà. Donc cette notice, on va retrouver un certain nombre de caractéristiques électriques dans cette notice. Alors vous avez sur la notice le schéma de fonctionnement interne du composant, ce qui pour nous n'aura aucun intérêt, parce qu'on ne va pas du tout s'y intéresser, comme je vous l'avais dit en cours. En tout cas, c'est constitué, comme vous le voyez, en interne au niveau, à l'intérieur de ce circuit intégré, vous voyez, d'un grand nombre en fait de transistors. Ça, ce sont des transistors. Donc on a ici un grand nombre de transistors. Alors, quand je dis un grand nombre, c'est relatif, bien évidemment. En tout cas, on a un nombre assez important de transistors, des résistances, quelques petites capas de découplage ici, une diode ici qui apparaît, tout ceci étant, bien évidemment, dans ce circuit intégré, monté dans ce circuit intégré. Alors, on en vient. Alors là, ce sont pareil, il y a énormément d'informations dans cette notice qui, nécessairement, n'auront pas d'intérêt pour nous. Alors, première indication là qu'on retrouve là sur cette notice, je zoome un petit peu, ce sont les valeurs maximum d'opération du composant. Valeur maximum pour ne pas détériorer le composant, j'entends. En l'occurrence, une indication très importante à respecter pour notre TL081 de la série TL081, c'est toute cette série ici. Eh bien, c'est de respecter une tension d'alimentation qui ne dépasse pas plus ou moins 18 volts. En l'occurrence, nous, on va alimenter en plus ou moins 15 volts. Je rappellerai le principe de réglage de l'alimentation qu'on a déjà vu au TP Initiation, dans le tutoriel d'initiation. Mais en tout cas, la recommandation du constructeur, c'est de ne pas dépasser plus ou moins 18 volts pour l'alimentation. Premièrement, alors, on va voir, vous voyez, il y a énormément d'informations dans ces notices, donc il faut savoir aller les chercher au bon endroit. On va retrouver aussi, par exemple, les tensions typiques d'alimentation. Electrical characteristics, vous voyez que la tension d'alimentation typique qui est attendue pour ce composant, c'est plus ou moins 15 volts. Et également, donc pour notre composant, le TL081, alors il y a plusieurs versions du TL081, notées A, B, C, en tout cas, ici, selon les versions du composant, on retrouve différentes caractéristiques, TL081C, B, C, I, etc., etc. En tout cas, pour nous, les caractéristiques principales qui vont nous intéresser sont toujours les mêmes, à savoir en l'occurrence, ici vous avez par exemple, je ne les présente pas toutes les caractéristiques, mais en tout cas vous avez certaines caractéristiques qu'on a déjà vues. Par exemple ici vous voyez, on a le facteur d'amplification, le mu0 ou l'amplification différentielle. Alors ici noté AVD, c'est une notation spécifique. Dans le cours on l'a noté avec la lettre grecque mu. Donc ce facteur d'amplification ici vaut 200 volts par millivolt. Alors c'est une notation un peu alambiquée, c'est volts par millivolt. C'est un rapport de tension, c'est le facteur d'amplification, je vous rappelle, c'est le rapport entre la tension de sortie et la tension différentielle epsilon entre l'entrée plus et moins. Donc c'est comme ça qu'on définit cette tension, ce gain différentiel. Ici, 200 volts par millivolt, ça correspond donc à la valeur que je vous avais citée en cours. 200 volts par millivolt, si on le traduit sous la forme d'une quantité sans dimension, ça fait 2 10 puissance 5. 200 fois 10 puissance 3 lié au milli qui est dénominateur, donc 2 10 puissance 5.
Alors la raison pour laquelle c'est donné en volts par millivolt, c'est puisque typiquement la tension différentielle epsilon, le S sur epsilon, est très petite, et donc c'est pour ça qu'il est donné ici sous cette forme, cette unité un peu non conventionnelle. On retrouve aussi une autre caractéristique dont je vous avais parlé en cours, c'est l'impédance d'entrée du composant, R, qui est noté ici RI, Input Resistance, qui vaut en l'occurrence, vous voyez, 10 puissance 12. Également une autre caractéristique que j'avais évoquée, je n'avais pas trop insisté, qui est le taux de réjection en mode commun, qui caractérise la non-linéarité du composant, puisque je vous rappelle, ce composant c'est un gain dit différentiel, mais possède également un gain non linéaire. Ce gain non linéaire, il est caractérisé par ce gain de ce taux de réjection dit en mode commun, qui ici vaut 86 décibels. Alors pour ce taux de réjection en mode commun, ou Common Mode Rejection Ratio en anglais, je vous renvoie à mon cours sur le chapitre sur l'amplificateur opérationnel. Voilà, alors on va arrêter là avec le détail des caractéristiques. Je termine juste par une dernière caractéristique qu'on va retrouver sur cette notice, dont je vous avais également parlé en cours. C'est le fait que cet amplificateur opérationnel, quand on regarde dans le détail, ce n'est pas un amplificateur opérationnel, ce n'est pas juste un appareil d'amplification d'une différence de potentiel, mais en fait, la fonction de transfert associée à notre amplificateur opérationnel correspond dans la pratique à la fonction de transfert d'un filtre passe-bas. Et c'est ce qu'on observe ici. Ici a été représenté donc le gain en fonction de la fréquence. Vous retrouvez ici, je vais zoomer un tout petit peu, voilà. Vous retrouvez ici le gain différentiel que moi dans mon cours j'ai noté mu en fonction de la fréquence, et on observe, donc ici c'est une échelle logarithmique, je rappelle, vous voyez qu'on passe ici d'un échelon à un autre en multipliant par 10, et vous voyez que la courbe représentant donc ce gain, ce mu, eh bien, elle n'est pas constante. Elle vaut environ donc 2,10 puissance 5 à basse fréquence, mais dès qu'on dépasse, on va dire 20 Hz, eh bien, on a une coupure, identique à celle qu'on observe dans un filtre passe-bas. On a une coupure avec donc le comportement typique d'un filtre passe-bas. Donc finalement, c'est ce que je vous avais raconté en cours, un AOP, c'est un filtre passe-bas, mais simplement lorsqu'on va considérer un montage complexe, qu'on va l'habiller, qu'on va mettre par exemple une contre-réaction, on aura un montage qui sera déjà beaucoup plus simple. Qui sera exploitable, qui aura une fréquence de coupure beaucoup plus élevée, et qui aura un gain qui ne sera pas aussi monstrueux que 200 000 comme ici on observe. Voilà, donc tout ça je vous renvoie pareil à mon cours, j'avais détaillé ça dans mon cours, je vous renvoie à la partie de mon cours associée, on retrouvera ce point à la fin d'ici de ce tutoriel. Alors, on va commencer tout de suite le montage, donc on va commencer par un montage suiveur, tout bêtement. Si je dis tout bêtement, c'est que le montage suiveur, c'est vraiment le montage le plus simple qu'on puisse envisager en électronique analogique. On va commencer par ce montage suiveur et on va commencer déjà par le câblage de l'alimentation de ce composant. Voilà, alors je vous reprends dans quelques instants, je vous représente rapidement l'alimentation continue qu'on va utiliser pour alimenter le composant et le montage qu'on va faire donc pour observer nos signaux. A tout de suite. Reprenons. Alors, le montage suiveur qu'on va être amené à réaliser, je vous le remontre rapidement sur le principe, c'est le suivant. C'est un montage extrêmement simple dans lequel on va prendre donc un AOP symbolisé par ce triangle, dans lequel on va mettre une contre-réaction entre la sortie et l'entrée moins. Le signal d'entrée est appliqué sur l'entrée non inverseuse plus, et on va mesurer en sortie la tension de sortie S. Donc tout ça, les observations des signaux entrée-sortie se feront à l'oscilloscope. Et le principe d'un montage suiveur, c'est que nécessairement la tension de sortie doit correspondre à la tension d'entrée. Alors on va observer ça, on va regarder un peu comment se comporte notre AOP. Pour faire ce montage, première chose fondamentale à faire, c'est déjà d'alimenter notre composant.
Alors, c'est pour ça que je vous ai fait ici un plan large. On va reprendre un peu les différents éléments. Donc déjà, l'alimentation. L'alimentation qui va nous servir pour alimenter notre composant fondamental. Donc cette alimentation ici, alors je l'ai branchée, je vais l'arrêter pour faire les manipulations. Cette alimentation, il nous faut d'une alimentation plus ou moins 15 volts. On l'avait vu au premier tutoriel d'initiation. Pour réaliser cette alimentation plus ou moins 15 volts, je vais utiliser les deux alimentations variables qui sont ici. L'une, je vais la servir par rapport à l'autre, je vais me mettre en mode série. On a 3 modes, indépendant, série, parallèle. Je vais me mettre en mode dit série, qui met en série ces deux alimentations. Donc théoriquement, les deux borniers ici et ici dans ce mode série sont reliés ensemble. Juste par sécurité, je vais rajouter un fil pour les remettre ensemble, mais normalement, la connexion se fait déjà d'un point de vue électronique en interne ici. Secondo, je vais placer donc deux borniers pour le moins 15, je vais prendre le noir pour le moins 15 et le rouge pour le plus 15. Et de là, je vais placer donc mes connexions sur ma platine. Ma platine que vous ne voyez plus, je vous montre ça tout de suite. Voilà, je vais placer donc mes deux borniers, plus et 15. Alors, tant qu'à faire, je vais utiliser le bornier rouge et noir, histoire d'être clair. Et dans la pratique, ce point qui correspond au point 0 de mon animation, ici j'ai du moins 15, là je vais avoir un 0 volt par rapport à ce point moins 15 et à ce point plus 15. Ce point moins 15, je vais en avoir besoin, ça va correspondre nécessairement pour mon montage à la masse. Donc je reprends ici un fil, pardon, je reprends puisque la caméra était mal placée, donc je disais, le 0 volt ici, le point symétrique entre le moins 15 et le plus 15, je vais en avoir besoin dans la suite pour ma plaquette. Donc pour ceci, je vais reprendre ici un fil, puisque ce 0 volt va correspondre à ma masse, et je vais le placer sur un des borniers de ma plaquette ici. Donc j'aurai 3 borniers, j'ai déjà 3 borniers, le moins 15, le plus 15, et le 0 volt qui est ici. Voilà déjà pour l'alimentation. Alors, je termine avec cette alimentation. Je vais l'allumer là de façon temporaire pour la régler. Donc je vous rappelle ici en mode série, ce bornier devient inopérant et seul celui-ci fonctionne. Donc on est déjà quasiment à 15 volts. Je vais le régler précisément pour avoir exactement 15 volts. Voilà. Voilà, non, pas encore. Oh, quasiment. Allez, on va rester à 14,9. Je pourrais sans doute pas faire beaucoup mieux. Voilà, ça c'était le premier point, l'alimentation. Alors, je vais l'arrêter temporairement le temps de faire mon montage. Donc deuxième partie du montage, déjà on a placé ici, vous voyez donc le bornier moins 15 plus 15 moins 15. Je vais renvoyer donc deux fils pour alimenter mon composant. Alors je vais faire un petit zoom pour que vous voyez précisément. Alors je vous rappelle le principe de ces plaquettes d'expérimentation, je l'incline un peu. C'est, on a ici des lignes qui sont notées A, B, C, D, E, qui sont typiquement dédiées à alimenter. Donc par exemple, je vais mettre le plus 15 volts sur la ligne A qui est ici, et puis je vais mettre le... alors soyons cohérents, je regarde simplement rapidement la notice pour placer le plus 15 et le moins 15. Ok, ça ira très bien. Donc je place le plus 15 sur la ligne A, le moins 15 par exemple, je vais le placer sur la ligne E, et je vais me servir d'une troisième ligne, par exemple la ligne C qui est ici entre, pour faire mon 0 volt, ou ma masse, puisqu'il s'agit ici d'une masse. Alors je reprends mon composant, je vais le placer ici. Donc pour un rappel, hein, ces lignes sont connectées ensemble, tout ça c'est connecté ensemble, et j'aurai donc juste à ramener deux fils pour alimenter mon composant. Alors simplement, le composant l'encoche qui est ici, je vais le mettre de l'autre côté, ce sera plus pratique pour moi pour l'alimenter dans la suite. En l'occurrence, si je regarde ma notice, je vous montre ça tout de suite, sur mon composant, le moins 15, vous voyez, c'est sur la connectique numéro 4, donc le moins 15, donc l'encoche est ici, et donc le moins 15 doit se trouver
ici. Connectique numéro 4. Donc là, j'ai mon moins 15 volts. Je vais l'alimenter. Je prends le bornier E, je l'amène sur la connectique 4. Et donc là, j'ai amené le moins 15 volts. Je fais la même chose avec le plus 15. Le plus 15 se trouve sur la patte numéro 7, qui est ici, juste en dessous de la 8 qui ne sert à rien. Donc je vais l'alimenter, pareil. Donc je reprends un pont. Je prends vous voyez, des fils les plus petits possibles, de façon à minimiser la longueur de mes câbles. Et voilà, j'ai alimenté ma connectique, ma patte numéro 7 avec du plus 15 volts. On a déjà fait l'alimentation, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va s'attaquer au montage. Le montage, il consiste à mettre une contre-réaction entre la sortie et l'entrée moins, et l'entrée in moins. Donc je reprends ma notice. Ma notice m'indique, ma sortie c'est la connectique numéro 6, et l'entrée in moins c'est la numéro 2. Donc la numéro 2, elle est ici, la 6, elle est juste à côté de la 7 qu'on vient de connecter, qui est ici. Donc je vais mettre un pont. Alors, je ne vais pas non plus le faire trop court, mais je vais mettre un pont donc, entre ma sortie numéro 6, qui est ici, voilà, et donc l'entrée in moins, qui est donc normalement ici. Voilà pour le câblage, le premier câblage. Maintenant, on va donc envoyer un signal. On va envoyer un signal alternatif sur notre montage. On va en même temps le visualiser à l'oscilloscope et on regardera ce que l'on obtient en sortie. Alors, pour ce faire, je vous rappelle le principe. On a à nos dispositions, je vais dézoomer, on a à nos dispositions un GBF qui est tout là-haut, qui va nous fournir un signal alternatif. Je vais prendre une connectique, ici un câble BNC. On a ici un T qui va nous servir à avoir deux fois notre signal, une fois pour le visualiser et une deuxième fois pour l'observer sur l'oscilloscope. Une fois pour l'observer et un deuxième câble qui va permettre de l'envoyer sur notre platine. Donc je mets mon T sur la sortie output 50 ohms, c'est la sortie analogique normale. Je vous zoome ça et je vous montre. Voilà. Donc vous avez une sortie notée output 50 ohms. Je vous l'incline, voilà, qui est ici et qui me permet d'avoir mon signal de sortie, mon signal alternatif. Et on va tout de suite voir le réglage. Donc pour l'instant, le GBF n'est pas du tout réglé. J'envoie donc l'autre connectique sur mon GBF et on va voir ce qu'on obtient comme signal et on va régler notre signal. Donc ici, on va chercher à avoir un signal de fréquence pas trop élevée au départ et puis après, on fera des modifications. Donc je bascule, je vous montre ça sur l'oscilloscope puisque l'oscilloscope, c'est l'appareil de mesure par excellence qui me permettra de visualiser tout ça. Je dégage un peu tous ces fils pour qu'on puisse observer tranquillement l'oscilloscope. Je le mets de côté. Voilà, allons-y. Donc je fais un zoom. Donc ici, pour l'instant, ni l'oscilloscope ni le GBF sont réglés. L'oscilloscope, alors il y a sur l'oscilloscope, pour information, je ne devrais pas vous le dire, mais il y a un bouton magique qui s'appelle AutoSet, qui est là-bas, qui permet un réglage instantané du signal. En l'occurrence, si j'appuie sur AutoSet, le GBF va chercher les paramètres les plus adaptés à l'observation du signal. Pardon, je dézoome un petit chouïa pour vous montrer dans sa globalité l'écran et les boutons de réglage. Voilà. Alors là, le signal que j'obtiens, ce n'est pas du tout adapté à ce que je veux, c'est un signal créneau. Donc déjà, je vais changer le signal. Sur mon GBF, j'ai une connectique Wave qui me permet de changer le signal. On l'avait vu au TP Initiation. Je le change, donc je vais mettre en sinusoïdal, puisque là, je cherche à observer, à définir la fonction de transfert. Donc c'est sinusoïdal qu'il me faut. Donc la fréquence, je vous rappelle, on a un bouton qui s'appelle le bouton mesure. Je vous le montre dans sa globalité, je vous montre un peu mieux. Voilà. On a un bouton qui s'appelle bouton mesure qui va me permettre de régler l'amplitude et la fréquence. Donc ici, on va régler, pour l'instant, on va se mettre à 1 kHz et puis après, on verra au niveau de l'amplitude, on fera des différents essais au niveau de l'amplitude du signal. En tout cas, je vérifie. Dans un premier temps, on va prendre
on va prendre donc 4 volts, crête à crête, et une fréquence de 1 kHz pour cette première application. Fréquence 1 kHz, on va vérifier si on a déjà 1 kHz. Donc le bouton mesure nous permet d'accéder à un certain nombre de valeurs. Par exemple, donc on va prendre la valeur fréquence. Voilà, donc là on est pile poil 1 kHz, donc parfait. Et au niveau de l'amplitude, par contre, on n'est pas bon, on est à 5,92, donc je vais réduire l'amplitude pour avoir une amplitude crête à crête de 4 volts. Voilà, quasiment 4 volts. Donc là, mon signal d'entrée est réglé. Ok, je vais maintenant l'injecter sur ma plaquette. Donc je dézoome pour vous montrer globalement. Donc je vais reprendre ici mon GBF. Je prends une connectique BNC banane qui va me permettre d'injecter mon signal issu de mon GBF sur ma plaquette d'expérimentation. Je le connecte. On fait un quart de tour pour connecter. Donc ça, je le place sur ma plaquette d'expérimentation. Je vous montre ça. Nécessairement, vous voyez, comme toujours, j'ai une masse et mon fil de signal, le rouge. La masse, je vais la mettre en commun avec la masse qui est ici. Donc, obligatoirement, la masse doit être commune à tous les appareils. Donc ici, je vais mettre en commun, donc, je me décale un peu, je mets en commun ma masse. Et mon fil de signal, je vais le mettre sur un nouveau bornier. Donc vous voyez que déjà, on utilise pas mal de borniers. Donc, je vais rajouter un fil pour avoir donc mon signal que je vais renvoyer sur ma plaquette. Donc, voilà. Je place donc ma fiche banane. C'est la dénomination de ces fiches, c'est comme ça. Fiche banane. Alors simplement, je vais vérifier que j'ai bien mon signal ici sur ce fil. Donc pour ça, je vais reprendre un appareil qu'on a vu pareil au TP initiation, la sonde de mesure. Je la mets sur la voie numéro 2 et on va vérifier à l'oscilloscope. Donc je vais enclencher la voie numéro 2, voici. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors je vais le mettre, peu importe, je vais le mettre ici, la voie numéro 2, et on va aller regarder. Je vais planter ma sonde de mesure sur la connectique pour voir si on l'observe. Alors, voie numéro 2, alors ici les deux signaux ne se superposent pas simplement parce que je n'ai pas le même calibre ici sur mes deux voies. Vous voyez, j'ai 1 volt de calibre sur la voie 1, 50 millivolts sur la voie 2, enfin vous ne voyez peut-être pas, je vais zoomer. Voilà, là vous devez voir. Donc là j'ai 1 volt sur la voie 1 et 500 millivolts sur la voie 2, c'est pour ça que les deux signaux ne se superposent pas. Si je mets le même calibre, vous voyez qu'ils sont parfaitement superposés. Donc tout va bien, je retrouve bien ici mon signal sur mon câble bleu. Je reviens sur ma plaquette. Donc ce signal bleu, je vais aller directement l'injecter sur l'entrée in plus de mon montage, puisque le montage suiveur, j'injecte mon signal d'entrée sur la borne plus. Alors pour ça, j'arrête le GBF avant toute chose, et donc je prends mon fil. Ici, je vais directement le mettre sur la connectique correspondante, donc l'entrée in plus qui se trouve sur la porte, je vous montre là, la patte numéro 3 que voici. Donc juste à côté de in-, je vais le décaler pour qu'on voit bien, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis le fil bleu qui correspond au signal sur l'entrée in+, et on a terminé notre montage. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de visualiser à l'oscilloscope que, on a bien un montage suiveur, c'est-à-dire un montage qui nous donne en sortie la même chose qu'au niveau de l'entrée. Alors, je vais brancher mon alimentation, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope. La sonde de mesure, je vais aller la mettre, la sonde de mesure que voici, je vais aller la mettre sur la sortie, donc out de mon amplificateur opérationnel. Je vous montre une dernière fois ça. Cette sortie out, ça correspond tout bêtement au fil jaune qui est ici.
Donc je vais aller mettre ma sonde, je peux directement la planter, vous voyez, sur la partie correspondante, dans la plaquette, ça marche très bien. Donc je mets ma sonde ici, et normalement, là, je vais pouvoir visualiser donc en même temps à l'oscilloscope mon entrée, le signal d'entrée E et le signal de sortie fourni par le GBF, par l'amplificateur opérationnel, pardon. Allez, je branche, donc 15 volts, je branche mon signal d'entrée. Je vais laisser s'allumer, le voici mon signal d'entrée. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la tension de sortie. Alors, ici, donc, comme on s'y attendait, vous allez me dire, il ne se passe rien, mais si, il se passe quelque chose. J'ai exactement le même signal sur la voie 1 et la voie 2. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est ce qu'on avait tout à l'heure, mais ici, je mesure, ma sonde de mesure est connectée à la sortie de mon amplificateur opérationnel. Donc ici, on a bien le comportement du montage dit suiveur, à savoir que la tension de sortie est exactement la même que la tension d'entrée. C'est le principe d'un montage suiveur, on n'attendait pas plus de ce montage. Le principe d'un montage suiveur, c'est que la sortie recopie l'entrée. Et l'intérêt de ce montage, puisqu'il y a quand même un intérêt, on l'avait vu en TD, c'est que ce montage, utilisant l'amplificateur opérationnel, la tension de sortie, l'énergie associée à cette tension de sortie, ce qui fournit cette tension de sortie, c'est l'amplificateur opérationnel. Et ici, on a totalement dissocié la tension fournie en entrée, E, et la tension de sortie. Entre les deux, on a une impédance infinie, je vous rappelle, c'est ça l'idée. Donc ça permet de découpler comme ça une alimentation et l'alimentation, le signal et ce qu'on a en sortie. Donc on a un découplage complet. Voilà pour ce montage. Nous allons poursuivre avec un deuxième montage maintenant utilisant l'amplificateur opérationnel. Deuxième montage qu'on a également vu d'un point de vue théorique en cours, qui est le montage dit non inverseur. Alors, je vous rappelle ici le principe de ce montage non inverseur. Il implique deux résistances, R1, R2. C'est un montage sur lequel j'applique de nouveau mon signal d'entrée sur la borne plus de mon amplificateur opérationnel, la borne non inverseuse, et qui va me donner théoriquement comme gain, en régime statique, puisqu'on avait également vu un régime dynamique, on verra dans une deuxième partie, mais en tout cas en régime statique, qui me donne un gain constant correspondant au ratio entre ces résistances, R1 sur R2, R1 plus R2 sur R1. Ici, donc, on va prendre pour nos résistances R1 une résistance de 1 kΩ et pour R2 une résistance de 10 kΩ. Donc, normalement, on devrait obtenir un gain de 10 plus 1, 11, 11 divisé par 1. On devrait obtenir un gain de 11, c'est-à-dire un facteur multiplicatif entre ma tension de sortie et ma tension d'entrée de 11. Alors, on va observer tout ça. Donc, au niveau du montage, vous voyez, j'ai conservé ici le montage inverseur. La raison pour laquelle je l'ai conservé, c'est qu'on va retrouver des points très similaires par rapport à ce montage inverseur. Donc déjà au niveau de l'alimentation de l'AOP, on ne va rien toucher. On alimente toujours notre composant, le signal est toujours injecté sur l'entrée plus. Je vous montre ceci, je fais un zoom. Voilà, donc le signal est toujours injecté sur l'entrée plus ici, et c'est simplement, on va avoir une modification au niveau de la contre-réaction ici. Et d'autre part, on n'avait pour l'instant pas encore exploité le fil vert que j'ai mis ici qui correspond à la masse. On va devoir l'utiliser, puisque sur le montage en inverseur, la résistance R1 est reliée à la masse. Voilà, alors première chose fondamentale à faire, c'est d'arrêter déjà les alimentations, le GBF et l'alimentation continue, pour pouvoir donc manipuler sur notre plaquette. Je vais donc retirer ce fil de la contre-réaction. J'ai pris ici, je suis allé chercher dans notre tiroir de composants deux résistances qu'on va vérifier ensemble, on va vérifier leur valeur. Je prends le multimètre. Toute rigueur, on pourrait se baser, je vous rappelle, sur le code couleur. La problématique, c'est ici, le code couleur est assez difficile à lire sur ces résistances.
Vous voyez ces résistances ici, ce sont des résistances qui le constructeur n'a pas été très malin. Elles sont bleues et le code couleur est très très difficile à lire. Alors ici avec la caméra, avec le zoom qui est sur la caméra, on peut arriver à les distinguer. Personnellement, à l'œil nu, ici, je suis incapable de distinguer ces résistances, de déterminer le code couleur associé à des résistances. Donc je vais les mesurer au multimètre, il n'y a pas de souci. Alors, je vous rappelle le principe, je prends là une résistance avec une main et l'autre, je ne touche pas le contact. Donc voilà une première résistance de 0,9 kΩ ou 1 kΩ en arrondissant. Les résistances ont toujours une précision, hein, c'est jamais exactement 1 ou 10 kΩ, il y a toujours une précision, ça dépend de la qualité des résistances, 5%, 10%, etc. Donc ne vous attendez pas toujours à une valeur exacte. Et celle-ci, donc vous voyez, pareil, 10 kΩ pour cette résistance. Donc voici ma 10 kΩ et la 1 kΩ qui est sur ma table ici. Là voilà. Donc je vais déjà placer ma 10 kΩ. La 10 kΩ c'est R2 qui doit venir donc ici en contre-réaction. Donc pour la mettre en contre-réaction, je zoome sur la plaquette que vous voyez. Donc je mets ma contre-réaction toujours entre la sortie moins et l'entrée in plus, donc ma résistance. Et là je ne m'embête pas, je prends ma sortie, donc ma résistance que voici, et je la mets entre la sortie plus, le S, et le in moins que voici. Voilà donc ma résistance en pont entre l'entrée in moins qui est ici et la sortie S qui est ici. On a déjà fait 80, on va dire 80% du montage. Reste à placer R2, la résistance, pardon, reste à placer R1. Cette résistance R1, l'une de ces connexions est sur l'entrée in- et la deuxième sur la masse. Donc je vais mettre la résistance entre mon entrée in- et la masse qui correspond à la ligne C qui est ici. Allons-y. Voilà, une connexion sur, je vais écarter pour que vous voyez bien, une connexion sur le in- et l'autre sur la masse. C'est le fil vert qui est là, qui est relié à toutes les masses. Et normalement, on a terminé, on a réalisé ici notre montage inverseur. Alors, simplement, on va voir ici, dans la pratique, le signal que l'on va appliquer, il ne faudra pas qu'il ait une trop grande amplitude. Si on applique les 4 volts qu'on avait appliqués précédemment, ça va être assez catastrophique au niveau du fonctionnement, puisque a priori en sortie, je vais avoir un signal de sortie qui sera 4 fois plus grand que le signal d'entrée, pardon, 10 fois plus grand que le signal d'entrée. Donc si j'applique 4 volts, je devrais avoir en sortie, théoriquement, 11 fois plus grand, pardon, je dis une bêtise, qui devra être donc de 44 volts. Donc c'est pas du tout réaliste. 44 volts, notre amplificateur étant alimenté en plus ou moins 15 volts, ne pourra jamais sortir en sortie 40 volts. On s'en doute bien. Donc là, je vais réduire l'amplitude de mon signal d'entrée pour avoir un signal beaucoup plus petit. On va prendre au départ 1 volt crête à crête. Ce sera un peu plus pertinent pour ce montage. Donc, je vais régler, je vous montre, en tant qu'à faire, ce serait pas mal. Je vous montre le GDF. Donc voilà mon signal d'entrée. Et là, je suis en train de régler son amplitude crête à crête. Donc je suis à 640 millivolts. Je vais l'augmenter un petit peu pour arriver à 1 volt. Voilà, je suis à 1 volt. Je me replace à 1 kHz. 1 kHz, c'est une fréquence centrale assez commune qui me permettra déjà d'expérimenter. Alors, on va replacer, je replace ma sonde de mesure, je vous rappelle la sonde de mesure, je la replace sur ma sortie de mon ampli-op. Donc la sortie, c'est là où j'ai une des pattes de ma résistance. Donc je vais la placer ici. Voilà ma sonde de mesure placée et je vais aller observer donc mes deux signaux, le signal d'entrée et le signal de sortie. Allons-y. Donc je branche l'alimentation et on va voir ce que l'on obtient en sortie. Alors, je vais remettre mon signal numéro 2. Voilà mon signal 2. Alors, ici, je vais les décaler pour les visualiser. Je vais mettre le 1 un peu au-dessus et le 2 un peu en dessous. Voilà. Donc, on retrouve en sortie signal 2 une
une tension sinusoïdale, c'était attendu, hein, c'est le principe, je vous rappelle, des systèmes linéaires invariants dans le temps. Système linéaire, c'est si on applique une tension sinusoïdale, on doit retrouver une tension sinusoïdale en sortie. Par contre, au niveau des amplitudes, ce n'est plus du tout les mêmes. On va rebasculer sur mesure. Je vais dézoomer un petit chouïa pour que vous voyez un peu en même temps sur quel connectique j'appuie. Donc, si on fait une mesure de nos signaux, cette fois-ci, j'ai donc pour le signal 1, 1 volt, et pour le signal 2, 11 volts, crête à crête. C'est indiqué ici. Donc 1 volt, 11 volts, j'ai bien ce rapport de 11 entre les deux qui est ce gain statique lié à R1 et R2, puisque le gain que j'ai sur ce montage, c'est R1 plus R2 sur R1. Donc R1, 1 kΩ plus 10 kΩ, ça me fait 11 kΩ, divisé par 1 kΩ, ça me donne bien H0 égale 11. Et je retrouve bien ce rapport d'amplitude entre mes deux signaux, sortie en bleu et celui d'entrée en jaune. Donc on a bien ce rapport 11 volts pour l'un, 1 volt pour l'autre, un rapport de 11. Notre montage fonctionne correctement, c'est déjà une très bonne chose. Alors, on va regarder un peu son fonctionnement général, et en l'occurrence, on va aller regarder quelque chose de très amusant, c'est le phénomène de saturation dont je vous avais parlé en cours, qui est lié à cet amplificateur opérationnel. L'amplificateur opérationnel ne peut pas amplifier à l'infini, on s'en doute, et donc on va aller observer ce phénomène de saturation, et en plus, on va aller regarder un peu la fonction de transfert de notre ampli-op. On va aller regarder donc le régime dynamique pour voir quelles sont les limitations de l'amplificateur opérationnel en fréquence. Voilà, je vous reprends tout de suite donc pour ces observations associées à cet amplificateur opérationnel et ce montage suiveur. Ce montage non inverseur. Nous allons poursuivre donc les observations sur ce montage non inverseur. On va regarder dans un premier temps ce qui se passe en fonction de l'amplitude du signal d'entrée. À savoir, on va modifier l'amplitude du signal d'entrée et on va regarder ce que ça implique au niveau du signal de sortie. Pour l'instant, comme on l'avait vu, je vais revenir à la valeur 1 volt crête à crête pour le signal d'entrée. On observe ici, quand on a un signal, une amplitude de 1 volt. Je vais me placer précisément. Quand on a une amplitude de 1 volt, on a en sortie à peu près 11 fois plus grand, donc 1, là c'est 1,05, 11 fois 1,05, on a quasiment un facteur 11 entre les deux. Donc c'est ce qu'on attend d'un point de vue pratique entre ces deux signaux, puisque on a ici un gain statique correspondant à une valeur de 11, le rapport de R1 plus R2 sur R1. Je décale juste, vous voyez, les deux signaux pour qu'on les voit ensemble. Le 1, je vous rappelle, c'est mon signal d'entrée, le E, et le 2 en bleu, c'est le signal provenant de la sortie de mon GBF. Je vais bien le planter, voilà. Alors, on va augmenter petit à petit l'amplitude et on va voir ce que ça donne en termes de ratio d'amplitude entre le signal de sortie et le signal d'entrée. Alors, on va augmenter ça progressivement, et à chaque fois, donc, vous voyez, je vais être obligé de modifier le facteur d'amplification au niveau des entrées. Je vais augmenter petit à petit le signal d'entrée, donc là je passe de 1,4, 1,6, 1,7, 1,8 volts. Vous avez la valeur qui est indiquée ici, hein, pour rappel. Là c'est la valeur de tension de sortie. Et on va voir qu'arrivé à un certain seuil, eh bien notre signal de sortie va commencer à se modifier. Voilà. Vous voyez apparaître le phénomène, donc, qui est un phénomène typique dit de saturation. Alors, je vais réduire le signal 1, voilà. Je réduis le signal 1 pour qu'on voit bien le signal 2. Donc, le phénomène dit de saturation, qu'on voit clairement apparaître ici. Vous voyez que au départ, j'avais une sinusoïde pour les petites amplitudes, ce que j'ai toujours sur ma voie d'entrée. J'ai une sinusoïde en jaune. Mais par contre, mon signal de sortie, vous voyez, j'ai un phénomène d'écrêtage qui s'est produit, qui est typiquement lié à la saturation de mon amplificateur opérationnel. En l'occurrence, l'amplificateur opérationnel est alimenté en plus ou moins 15 volts, donc il est assez logique qu'en sortie, on ne puisse pas dépasser les tensions qui sont utilisées
pour l'alimentation. En l'occurrence, eh bien, ici, on sature justement à, on peut calculer sur les carreaux, j'ai 5 volts ici par carreau, donc j'ai 5, 10, on va dire 14 volts, plus ou moins 14 volts en entrée pour mes deux maximum. 14 volts pour la crête la plus haute, moins 14 volts pour la crête la plus basse, ce qui donne approximativement en tension crête à crête 27,6, 27,8, il y a des petites fluctuations. Donc là, on a un écrêtage de ma sinusoïde. On a un phénomène non linéaire. Hein. Le fait d'écréter ma sinusoïde, c'est que fait qu'on n'a plus une sinusoïde. Hein. On a ici un signal périodique écrété. Ce sont les notions associées, je vous avais dit, à la distorsion harmonique. À partir du moment où on sortit, on n'a plus un signal sinusoïdal, on a le phénomène dit de distorsion harmonique. Donc d'un point de vue théorique, c'est de la distorsion harmonique ce qu'on a obtenu ici. À la base, c'est donc lié au fait que, eh bien, on a atteint la saturation au niveau de notre facteur d'amplification, et donc, eh bien, notre amplificateur n'est plus capable d'amplifier et il sature à une valeur max, donc qui est pratiquement la valeur utilisée pour l'alimentation du composant. Alors, on peut éventuellement jouer, mais alors vraiment dans une toute petite mesure, sur un facteur. Je vais dézoomer et je vais vous montrer ça un peu plus en large. Et vous allez voir, jouer sur un facteur. Je vous avais dit au départ que l'amplificateur opérationnel, on doit l'alimenter en plus ou moins 15 volts, mais qu'on peut éventuellement jouer, on a une marge, à savoir que au maximum, il ne faut pas dépasser 18 volts. Alors, je vais très légèrement augmenter l'alimentation de mon composant. Je vais me mettre à 16 volts. Voilà. Et si vous regardez ce qui s'est passé à l'oscilloscope, vous avez vu que l'écrêtage a un peu diminué. Je vais diminuer mon amplitude en entrée. Je vais le mettre un tout petit peu plus bas. Je vais me mettre à 3 volts crête à crête en entrée. Et normalement, à 3 volts, je n'ai plus d'écrêtage. Vous voyez que l'écrêtage a quasiment disparu. On voit un léger écrêtage. La crête ici de ma sinusoïde est un peu abîmée ici. Mais si j'augmente de nouveau un petit chouïa, on va mettre à 16,5 volts, voilà, mon signal, ma tension d'entrée, vous voyez que je n'ai plus d'écrêtage. Si au contraire je diminue, je vais éviter de mettre ma main devant, si je diminue, eh bien, voilà, comme ça vous verrez. Si je diminue, ma tension d'alimentation de mon composant, eh bien, le phénomène d'écrêtage va apparaître, puisque si je suis ici à 15 volts, eh bien, logiquement, ma tension de sortie ne pourra pas dépasser 15 volts. Par contre, si je me mets à plus de 15 volts, je vais me mettre à 16,5, l'écrêtage disparaît parce que cette fois-ci, le composant en sortie peut fournir une tension un peu plus élevée. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, puisque je ne dois pas dépasser les 18 volts, donc on va aller au max à 17, on ne va pas dépasser. Donc ici, vous voyez que cet écrêtage, le fait que j'ai une saturation sur ma sortie, c'est intimement lié à l'alimentation de mon composant. Je ne pourrais pas aller au-delà de 18 de toute façon. Alors, je vais revenir à 15 volts, et on va revenir donc sur ce rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée. On va revenir sur le rapport de la tension de sortie à la tension d'entrée. Je vais zoomer sur mon GBF, mon oscilloscope. Et donc, on va relever les valeurs point par point. Donc, on va relever les valeurs point par point et on va tracer la courbe associée, à savoir la courbe représentant la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Et on va essayer comme ça d'identifier quand est-ce que j'ai un fonctionnement dit linéaire, c'est-à-dire avec un facteur d'amplification de 11, correspondant à un rapport de 11 entre entre ma tension de sortie et ma tension d'entrée. Et au contraire, quand est-ce que j'ai une saturation ou un comportement non linéaire. Alors, ici, je vais prendre différentes valeurs. Ici, je vais prendre une première valeur à 1 volt. On l'avait déjà fait, je vais simplement la noter, la relever. Voici 1 volt et j'obtiens donc 11,1 volts en sortie. Je vais mettre cette valeur. On va continuer nos mesures.
je continue, je vais monter à 1,5 volts. Alors je vous rappelle, hein, pour que la mesure soit correcte, il faut que l'affichage de la sinusoïde soit complète, hein, sinon ça n'a la mesure qui est effectuée ici n'a plus de sens. Donc je vais redescendre le calibre ici pour avoir une sinusoïde complète. Donc je réaugmente, j'ai dépassé 1,5 volts. Voilà, on est quasiment à 1,5 volts. C'est un potentiomètre pour régler l'amplitude, c'est pas très précis, donc je pourrais pas accéder à moins, j'aurais du mal à être plus précis que je vais y arriver, que 0,02 ou 0,03 volts. 1,52, 1,54, je vais y arriver. Voilà. 1,48, je n'y touche plus. 1,48, j'ai en sortie 16,2 volts. Et je continue. On va augmenter encore. On va monter à 2 volts. Et puis ensuite, quand on va approcher de la saturation, qui, compte tenu du facteur d'amplification, va produire aux alentours de 2,5 volts, on va être un peu plus précis dans les mesures pour pouvoir avoir plus de points. Donc 2 volts, là j'ai en sortie 22,4 volts. Je continue, je vais monter directement, on va aller à 2,4, on va se rapprocher de la saturation. Normalement, la saturation va se produire aux alentours de 2,5 volts, compte tenu du facteur d'amplification. 2,4, voilà, j'ai 26,2, je continue, je monte à 2,5, on va aller de 0,1 en 0,1 là, histoire d'avoir quelques points précis. 2,5 volts, 27,4, je continue, on monte à 2,6, voilà, 2,6 pile, j'ai 27,6 et je commence à apercevoir, vous voyez la saturation ici. Alors elle n'est pas symétrique, c'est pour ça qu'on a sur le composant des boutons dits offset qui permet justement de symétriser ma tension de sortie. Là on ne va pas s'amuser à jouer là-dessus, mais en l'occurrence les pattes notées offset ou décalage que je vous ai présenté tout au début servent justement à ça, à éventuellement symétriser notre tension de sortie, voire notre différence de potentiel en entrée. Alors je continue. Remettre sur le calibre un peu plus gros pour être précis. On va passer à 2,7, mais de toute façon 2,7 ça va être terminé. Voilà, 2,7. On a 28 volts en sortie. Et ensuite, j'aurais beau augmenter, la tension de sortie, crête à crête, ne va pas varier. Vous voyez, le channel 2, la voie 2, reste à 27,8, 28 volts, soit 14 volts crête à crête, soit 14 volts pour plus ou moins 14 volts pour chacune des crêtes, alors que la voie 1, vous voyez, je continue d'augmenter, mais ça n'a aucune répercussion. La seule chose, c'est que j'augmente ici les crétages, puisque l'amplitude de ma sinusoïde augmentant, l'écrétage devient plus important. Alors, on va tracer cette courbe et on va voir donc ce que ça donne dans la pratique. Je retrouve tout de suite avec donc, le tracé de cette tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Je vous reprends donc là pour le tracé de la courbe, donc j'ai fait pendant ce temps. Donc alors je n'ai pas pris du papier émétré, vous ne m'en voudrez pas, je n'avais pas de papier émétré sous la main, donc je me suis contenté d'une feuille blanche que j'ai graduée moi-même. Donc sur cette feuille, donc vous voyez, j'ai fait apparaître, je vais dégager un peu, on attrape là. Voilà. Donc sur cette feuille, j'ai fait apparaître sur l'axe des abscisses, j'ai fait apparaître donc la tension d'entrée, crête à crête. Je vais zoomer, je vais me rapprocher, je vais y arriver. Alors, donc sur l'axe des abscisses, vous avez donc la tension E, CC, tension, l'amplitude crête à crête de la tension d'entrée en volts, et sur l'axe des ordonnées, vous avez la tension de sortie, crête à crête en volts. Donc, ici, je vous ai représenté, donc là, les croix correspondent aux points expérimentaux.
Alors, il y en a certains qui ne sont pas parfaitement alignés, donc il y a dû avoir des petites erreurs de mesure ici. Alors, on n'est pas très très précis au niveau de la mesure. Ici, on est à une précision, on va dire, de l'ordre de 0,05 volts, hein, donc c'est pas non plus extrêmement précis. Mais en tout cas, on voit deux tendances se détacher. Ce sont les deux grandes asymptotes là que j'ai tracées en noir. Première asymptote ici et deuxième asymptote ici. Donc ça, ce qu'on obtient, c'est donc la courbe de réponse de notre montage. On a ici cette asymptote donc, sur lesquelles vous voyez les points ici s'alignent parfaitement, qui correspond donc au fonctionnement linéaire. Dans cette zone ici, on a un fonctionnement parfaitement linéaire, à savoir que, eh bien, on a un rapport entre notre tension d'entrée et la tension de sortie qui est lié à un facteur d'amplification qui vaut environ 11. Donc cette zone linéaire, elle va grosso modo, on va dire, jusqu'à peu près 2,2 volts, on va dire jusqu'à ici. Là, voilà la limite de la zone dite linéaire. Ensuite, on a une zone, vous voyez, assez courte, dans laquelle on commence à avoir une déviation par rapport à cette asymptote. C'est la droite correspondant au comportement linéaire. Cette zone donc, dans laquelle on commence à avoir une déviation, eh bien, elle est assez réduite et elle aboutit très rapidement, vous le voyez, à la zone dite de saturation. Donc ici, on a une zone qu'on va appeler zone de distorsion, qui va se terminer à peu près à 2,8 volts, je dirais, 2,7 même pour être précis. Voilà la limite de la deuxième zone que j'appellerai la zone où j'ai une distorsion, c'est-à-dire je quitte le régime linéaire, distorsion, je quitte le régime linéaire et j'arrive dans un régime qui n'est plus linéaire mais qui n'est pas encore la saturation. Et par contre, à partir de 2,7 volts, j'arrive dans le régime dit, à proprement parler, de saturation, pour lequel, et bien cette fois-ci, j'ai une tension qui reste constante, même si j'augmente ma tension d'entrée. Voilà. Donc on a observé ici les trois modes de fonctionnement, linéaire, distorsion, saturation. Il est bien évident que dans la pratique, le mode en distorsion et saturation n'est pas fondamentalement intéressant. On cherchera plutôt à avoir un comportement linéaire pour faire fonctionner notre circuit. Voilà, ceci termine cette première partie. On va continuer les observations sur l'amplificateur, sur ce montage non inverseur, et on va maintenant s'intéresser au comportement en fréquence et voir eh bien, comment se comporte en fréquence notre montage non inverseur. A tout de suite pour cette deuxième partie. Pour cette deuxième partie sur les observations du montage non inverseur, donc on va s'intéresser au comportement maintenant dynamique. Alors, je vous fais un petit rappel d'abord théorique sur ce montage non inverseur. Donc, ce montage non inverseur, on vient de voir dans cette première partie le comportement que j'appellerais statique, c'est-à-dire pour lequel on s'est placé une fréquence relativement basse, en l'occurrence 1 kHz, et on a observé donc trois régimes. Le régime pour lequel on avait un comportement linéaire, dans lequel le rapport entre S et E, la tension de sortie et d'entrée, était constant et valait donc en l'occurrence 11 compte tenu des résistances qu'on a choisies. Et maintenant, on va s'intéresser donc au comportement dynamique, c'est-à-dire qu'on va faire varier la fréquence de notre signal d'entrée et regarder ce qui se produit. Alors pour ça, je vous renvoie au cours que j'ai fait à ce propos, où je vous avais donc montré que, en fait, notre amplificateur opérationnel, en toute rigueur, c'est un filtre passe-bas. C'est un filtre passe-bas qui, en termes de caractéristiques, possède donc un gain très élevé, 200 000, mu0, et possède une fréquence de coupure qui est très basse. Typiquement, l'amplificateur opérationnel tel quel a une fréquence de coupure de l'ordre de 15 Hz. C'est ce que je vous avais montré au début de ce tutoriel avec la notice, je vous le remontre. Sur la notice donc, du composant, on trouve cette courbe représentant donc le gain différentiel de notre composant en fonction de la fréquence, et on voit que, eh bien, aux alentours de 10-20 Hz, on a une coupure.
Ici, le gain reste constant jusqu'à la fréquence de coupure, puis ensuite diminue très, très rapidement. La pente ici, en l'occurrence, c'est une pente de moins 20 décibels par décade. Donc ici, c'est un filtre passe-bas du premier ordre, un amplificateur opérationnel. Simplement, quand on l'habille, comme par exemple ici, on a réalisé un montage non inverseur, eh bien, les caractéristiques qu'on va obtenir, ce sont des caractéristiques très légèrement différentes. En l'occurrence, pardon, une petite erreur sur ma copie, je corrige, voilà. En l'occurrence, la caractéristique qu'on va obtenir en termes de la fonction de transfert de notre montage, donc le rapport S sur E, c'est une fonction de transfert qui fera intervenir donc, une amplitude à 0, que j'ai noté ici à 0, et un terme correspondant à ce qu'on a sur le filtre passe-bas. Donc on retrouve un filtre passe-bas. Par contre, les caractéristiques en termes de gain à 0 et de fréquence de coupure, ici vont différer de ce qu'on a à la base pour l'amplificateur opérationnel. Donc tout ça, je vous renvoie à mon cours où j'avais expliqué tout ça. J'avais donc montré dans mon cours, en l'occurrence, que le gain ici du montage habillé correspondant à ce montage non inverseur, eh bien, va être lié au gain statique H0 et au gain différentiel mu0 de l'amplificateur opérationnel, et idem pour la fréquence de coupure. Et typiquement, donc, on montre que si mu0 est beaucoup plus grand que A0, eh bien, on montre que primo A0, c'est peu différent de H0. Je vous montre ça tout de suite. On montre d'une part que A0, c'est quasiment H0. C'est ce qu'on a observé en fait dans la pratique, ici, puisqu'on a observé ce gain de 11 entre les deux. Et que d'autre part, la fréquence de coupure, en fait, c'est lié au rapport entre mu0 et H0. En l'occurrence, si on fait le calcul avec les données qui sont de notre composant et des résistances qu'on a utilisées, avec une fréquence de coupure de 15 Hz pour notre amplificateur opérationnel, un gain de 2 puissance 5 et un facteur statique H0 un gain statique H0 de 11, on doit trouver une fréquence de coupure de l'ordre de 270 kHz. Donc on va essayer de retrouver ça et on va essayer de voir donc, si au niveau du gain de notre montage, on a bien ces caractéristiques. Alors pour ça, ici, je me suis réglé à une fréquence, ici j'ai commencé à une fréquence de 1 kHz. On va même se mettre un peu plus bas au départ, on va se mettre à 100 Hz. Voici, je me mets à 100 Hz. On va regarder un peu au niveau de la tension de sortie ce qu'on a et on va donc mesurer tension de sortie, tension d'entrée de façon à tracer comme on avait fait pour le TP initiation, pour tracer donc le gain statique, le gain en décibels de notre montage, donc S sur E. Alors, on s'attend bien évidemment à retrouver jusqu'à 270 kHz un gain de l'ordre de 11, une fonction de transfert de l'ordre de 11 constante pour le rapport S sur E. Donc ça nous fera approximativement log de 10, ça fait 1 fois 10, donc on devrait trouver 10 décibels de gain statique. Et ensuite, à partir de 270 kHz, on devrait avoir commencé à observer une décroissance liée au fait que, eh bien, on a une coupure liée donc au comportement filtre passe-bas de notre ampli. Alors, on va relever les valeurs au fur et à mesure. Donc ici, je me suis placé, j'ai pris comme tension pour mon signal d'entrée 500 mV ou 0,5 V, de façon à être sûr d'être dans la zone de linéarité. Donc on va relever les valeurs. On a 0,5 V donc, en tension d'entrée. Et en sortie, on a ici 5,6 V, crête à crête. Je relève les valeurs crête à crête. Compte tenu que je fais un rapport, peu importe si on relève crête à crête ou demi-crête, c'est la même chose. Je continue, je monte en fréquence. Je passe à 1 kHz, on va monter de décade en décade au début, puis ensuite, quand on va se rapprocher de 270 kHz, on diminuera. On prendra un peu plus de points. Alors, donc en entrée, ça ne varie quasiment pas, c'est attendu. Je le note quand même pour être sûr. Et voyez en sortie, pour l'instant, on est dans la zone dite passante, donc le gain reste constant, et on retrouve 5,6 volts. Allez, je monte à 10 kHz. Donc à chaque fois, vous voyez, je modifie la base de temps de façon à avoir un affichage correct de mes sinusoïdes. Le principe, c'est d'avoir à minima une période.
Donc là, par exemple, je suis un petit chouïa juste, ce serait quasiment suffisant, mais par contre, vous voyez que l'oscilloscope, il n'est pas capable de mesurer la fréquence dans ces conditions, donc oui, je me remets pour que l'oscilloscope puisse faire une mesure à minima de la fréquence. Donc, j'ai toujours 0, alors c'est 0,51 pour être correct en entrée, je vais le noter, 0,51 volts en entrée. Alors, il y a des petites fluctuations, hein, ça on n'y peut rien. Ce ne sont pas des appareils de mesure hyper stables, donc voilà. Fréquence 10 kHz, et tension de sortie, par contre, vous voyez, alors là j'ai une petite variation. 5,8, alors ça fluctue entre 5,76 et 5,9, on va noter 5,8, qui me semble à peu près la moyenne des deux. Je continue, donc j'étais à 10 kHz, je vais monter à 100 kHz. Pardon, je suis revenu à 100 kg. Voilà. Donc pareil, je modifie la base de temps que voici et je note les tensions de sortie. On est revenu donc à 5,6 volts en tension de sortie. Il y avait un petit truc bizarre là quand même sur le 10 kHz, on reviendra dessus. C'était pas normal que la tension augmentait. Je vais revenir tout de suite dessus pour savoir ce qui s'est passé. Ouais, une petite augmentation de tension. Bon, c'est un petit phénomène là, qui n'était pas attendu. On continue. Donc j'étais à 100 kHz, voici. Et là, on va commencer à être un peu plus précis, puisque je sais qu'à 270, environ 300, je dois commencer à avoir une coupure. Donc 100, je vais passer à 200. Voilà. 200 kg. Donc là, vous voyez que ma tension de sortie a commencé à baisser. Donc j'ai toujours 0,51 volts, 0,52 environ, ça fluctue en entrée. Et j'ai en sortie 4, ça fluctue aussi. Allez, c'est stabilisé, 4,96. On va prendre cette valeur de 4,96 qui semble être stable, donc 4,96 volts. Je continue, donc j'étais à 200, je vais monter à 300, on devrait être juste au-dessus de la fréquence de coupure, 300 kHz, donc j'ai toujours en entrée 0,51, 0,52 volts, 0,52 en arrondissant, et en sortie, vous voyez, j'ai encore baissé 4, on va laisser stabiliser, j'étais à 16, là c'est passé à 24, a priori 4,24 volts. Il fluctue un peu. Donc là, on a dépassé la coupure de façon quasiment certaine. On va encore faire une dernière mesure, 400 kHz. Je vais augmenter un peu le calibre pour augmenter la précision. Voilà. Donc toujours 0,52 volts en entrée, ça ne bouge pas. Par contre, c'est assez normal, hein, c'est un montage dit inverseur, donc en fait, on a une impédance infinie en entrée. C'est un montage non inverseur, on a une impédance infinie en entrée. Donc c'est totalement attendu ici que l'amplitude du signal d'entrée ne soit pas du tout affectée par ce qui peut se passer sur le montage. Donc ça, c'est relativement rassurant. Par contre, en sortie, on a 3,46 volts, donc on a encore chuté. Et je vais continuer à monter, histoire d'avoir deux autres points. Je vais monter à 1 MHz. 1 MHz, on a encore chuté, toujours 0,52 volts en entrée, tout va bien. Par contre, en sortie, on est cette fois-ci à 1,7. On va prendre 1,7 stabilisé. 1,7 volts. Allez, une dernière mesure, 10 MHz, et on arrête. Et on va tracer le diagramme de Bode. Voilà 10 MHz, là, carrément, vous avez vu, la tension de sortie a chuté. Et là, on commence à avoir des grosses perturbations. Donc, alors, par contre, la chute de la tension en entrée n'était pas du tout attendue. Là, je pense que c'est plus un problème lié au GBF. Là, on est au maximum de ce que peut fournir le GBF avec 10 MHz. Pour information, il ne peut pas aller au-dessus. Donc là, la variation d'amplitude, c'est pas lié au montage, mais c'est lié au GBF. Je vais revenir à environ 0,52 pour avoir une valeur à peu près constante en entrée. De toute façon, je la note et je fais un rapport entre tension de sortie et tension d'entrée. Donc, tant qu'on est dans la zone linéaire, c'est pas très grave de changer la valeur, mais en tout cas, voilà, là j'ai
0,52 qui a l'air à peu près constant, on est revenu à 0,52. 0,52 volts, par contre en sortie, vous voyez, on est tombé à 300 millivolts et vraiment ça fluctue. 0,3, 0,31, on va dire 0,31 volts. Voilà, je vais calculer donc ce ratio S sur E, je vais calculer le gain et je vous reprends tout de suite donc, pour vous présenter donc, le diagramme de Bode associé à ce montage. De façon attendue, c'est un filtre passe-bas. Je vous reprends donc pour présenter les résultats de ce diagramme de Bode, donc ces relevés de tension entrée-sortie. Donc vous voyez ici, j'ai ramené sur un tableau l'ensemble des valeurs que nous avons relevées à l'instant. Donc les valeurs de sortie, valeurs d'entrée, le rapport entre les deux et le gain, donc 20 log de ce rapport. Alors contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais dit une petite bêtise, j'avais fait un calcul de tête. Le rapport donc, de la tension de sortie sur la tension d'entrée en statique, ça ne fait pas 10 décibels, mais ça fait environ 20 décibels. J'avais multiplié par 10, je l'ai multiplié par 20. Donc en l'occurrence, quand on est en dessous de la fréquence de coupure, on voit qu'on a un gain quasi constant de l'ordre de 20-21. Alors il y a cette petite valeur à 10 kHz, je n'explique pas pourquoi il y a cet écart qui est observé, cette légère suramplification. Il y a une petite bizarrerie là sur le niveau du composant. Ensuite, à partir de 20 kHz, on voit que le gain commence à chuter et au-delà de 300 kHz, on a une perte importante qui apparaît au niveau du rapport d'amplitude entre le signal de sortie et le signal d'entrée. Donc là, on a vraiment un comportement assez classique d'un filtre passe-bas. Alors par contre, le gain obtenu n'est pas tout à fait la pente obtenue n'est pas tout à fait la pente qui est prédite, en tout cas au niveau de la documentation, puisque la pente est un peu inférieure de l'ordre de moins 15 décibels par décade. Allez, on regarde tout de suite donc la courbe de gain que voici. Je vous montre ça en entier. Voici ma courbe de gain. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit parfaitement lisible. Voilà sur toute la feuille, sur tout l'écran. Alors, donc le gain en décibels en fonction de la fréquence en Hertz. De nouveau, comme au TP initiation, vous voyez que j'ai utilisé un papier dit semi-logarithmique. Là, c'est une échelle donc graduée logarithmiquement. J'ai placé première graduation 100 Hz, deuxième graduation 1 kg, troisième 110 kg, quatrième 100 kg, puis j'ai placé les graduations intermédiaires 200, 300, 400. Donc pour mémoire, hein, c'est la difficulté avec ce genre d'échelle. Je vais rapprocher le micro. Voilà. Ce problème avec ce genre d'échelle, c'est que eh bien, les sous-échelons ne sont pas équidistants, donc il faut se méfier. Vous voyez, là, on a des traits un peu plus foncés qui représentent ces sous-échelons. Là, j'ai 1 méga et le dernier écran, j'ai 10 mégas. Vous voyez, j'ai vraiment cherché à utiliser au maximum ma feuille de papier semi-log. Donc graduation, vous voyez, j'ai mis 20, 10, le 0 ici, et comme je vais descendre avec des valeurs négatives pour le gain pour haute fréquence, j'ai mis le moins 5 et moins 4, moins 5, moins 6 ici. Alors, basse fréquence jusqu'à 100 kHz, donc on a un gain qui est constant, qui vaut donc 20,6 décibels, donc c'est ce facteur environ 11 qu'on avait déjà observé, donc là il n'y a pas de surprise. Et par contre, à partir donc de 100 kHz, on commence à avoir une décroissance. Donc le gain commence à chuter et il tend assez rapidement vers une asymptote que j'ai représentée ici. Donc cette asymptote en noir et qui par contre, vous voyez, contrairement à ce que prédit ce que nous dit la notice du composant, cette asymptote, elle ne vaut pas, moins 20 décibels par décade comme un filtre du premier ordre, mais on a quelque chose qui est légèrement inférieur, moins 14,8. C'est un composant, il n'y avait aucune raison qu'on obtienne exactement un filtre passe-bas du premier ordre, hein, mais en tout cas, là, il y a un petit écart par rapport à ce que nous donne la notice, donc il y a une déviation au niveau de notre composant. Alors, dernière chose qu'on va relever ici, c'est la fréquence de coupure. Donc la fréquence de coupure, d'un point de vue théorique, d'un point de vue général, elle est définie comme le gain max, moins 3 décibels. Donc j'ai 20,6 ici. Donc ma fréquence de coupure va correspondre à la fréquence obtenue pour un gain de 20,6 moins 3, donc 17,6. Alors je vais le placer, donc j'ai 10 ici, 12, 14, 16, là c'est 18, le 17
Et ici, entre les deux, entre 16 et 18, donc là c'est gradé de 1 cm en 1 cm, donc mon 17 est là, et le 17,6, je le passe approximativement, va être ici. Donc je vais mettre un repère pour identifier donc cette valeur, donc de 17,6 décibels, donc correspondant à G0 moins 3 décibels. Donc je vais tracer un trait, ici, une droite horizontale, je vais le tracer jusqu'à ma courbe de gain, voilà, et je vais reporter ça sur mon axe de fréquence, et ça va me donner donc ma fréquence de coupure. Voilà ma courbe de gain, donc je prends celle en rouge, hein, je ne prends pas l'asymptote, hein, c'est la courbe en rouge, la vraie courbe de gain que j'ai tracée ici, vous voyez, à la main, j'ai joint mes points à main levée pour la tracer. Ensuite, là, ce sont des droites, donc je ne l'ai pas repris, mais en tout cas, pour la zone intermédiaire, j'ai fait un tracé à main levée. Donc, je reporte ici sur mon axe de fréquence, et je tombe donc entre deux graduations. Donc là, je suis à 300 pour cette graduation principale. Là, ça va être 310, 320. Donc la fréquence de coupure mesurée, FC, ici, est de 320 kHz. Donc on a un petit écart par rapport à ce qu'on avait prédit tout à l'heure. Alors il faut dire que j'avais la fréquence de coupure intrinsèque de l'ampli-op de 15 Hz, c'était une valeur approximative, hein, c'est peut-être un peu plus élevé. Donc en tout cas, ici, la valeur expérimentale qu'on relève pour cette fréquence de coupure, donc c'est 320 kHz. Ceci conclut donc cette partie sur l'amplificateur opérationnel et sur son montage non inverseur. On a ici terminé les observations. Donc, ce que l'on peut conclure, en tout cas sur ces deux dernières observations, pour le montage qu'on vient de considérer ici, c'est que les plages de tension et de fréquence qui seront exploitables, c'est primo, je vous remontre les deux courbes, c'est en termes de tension, la plage exploitable, ce sera la plage dite linéaire, donc pour lesquelles on utilisera des tensions uniquement comprises entre 0 et 2 volts. Au-delà, on a des distorsions, voire de la saturation. Et en termes de fréquence, les plages exploitables, ce seront uniquement les plages pour lesquelles on aura un gain constant. Donc vous voyez, à vue de nez, comme ça, de point de vue au niveau de mon graphique, on peut dire que la plage de fréquence exploitable, c'est la plage basse fréquence, il n'y a aucune limite, mais en tout cas en haute fréquence, la limite ce sera typiquement de l'ordre de 100 kHz. Au-delà de 100 kHz, on commence à avoir une perte et la fréquence de coupure se situe à 320 kHz. Voilà, donc bien évidemment, vous voyez que quand on réalise un montage, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des limitations. Ici, limitation au niveau des tensions d'entrée et limitation en termes de fréquence pour avoir un fonctionnement linéaire. Ceci conclut donc ce deuxième tutoriel sur l'électronique analogique où je vous ai présenté donc ce composant, l'amplificateur opérationnel par l'intermédiaire de deux montages, le montage suiveur et le montage non inverseur. Le prochain tutoriel, donc on va complexifier un peu les choses et on va commencer à s'intéresser à des filtres un peu plus corsés, des filtres actifs basés sur l'ampli-op. Donc en l'occurrence, on va retrouver le filtre qu'on a abordé dans le cadre du TD numéro 2. On va voir ça au prochain tutoriel. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.